Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous présenter cette conférence à deux voix avec Carole Hugon, précisément sur l'itinéraire de Fabre collectionneur et non pas Fabre artiste, puisque ça serait finalement une autre conférence. Mais là, c'est vraiment axé sur ses goûts et sur sa collection et surtout sur sa destination finale, qui est son but de créer un musée dans sa ville natale. Alors Fabre naît à Montpellier, vous savez, en 1766, c'est le fils d'un obscur peintre faïencier de la ville. Il fréquente les écoles gratuites de dessin, instituées à partir de 1779 par la Société des Beaux-Arts de Montpellier. Il s'y fait remarquer en 1781 et 1782 par des accessites de dessin. En 1783, c'est une date importante qu'il faut retenir, il se rend à Paris et intègre le prestigieux atelier de David grâce à la protection de Vien. Vien, c'est un artiste aussi qu'il faut évoquer, puisqu'il était originaire de Montpellier, il a été prix de Rome en 1743, et c'est véritablement le père du néoclassicisme. Et Vien a vraiment veillé sur les progrès du jeune Fabre à ses débuts. Donc c'est un parrainage d'un autre Montpelliérain illustre qui préside aux destinées de ce jeune apprenti peintre. Fabre fréquente aussi un autre personnage très important, Philippe Laurent de Joubert, qui était trésorier de la Bourse des États du Languedoc et qui suit lui aussi ses progrès et le marque par son goût de collectionneur. Fabre est le témoin des grands succès de David à ce moment-là, à Paris, comme le fameux Serment des Horaces du Louvre, qui est présenté en 1785. Fabre est victorieux du Grand Prix de peinture en 1787. Il se rend en Italie, il est pensionnaire du roi. Il s'impose rapidement comme un des plus brillants espoirs de la peinture française. Alors là, je vous montre un portrait de Fabre très jeune. Vous voyez, là, c'est un artiste où on sent déjà un souci de sa tenue, il est très soigné, il a un regard un peu oblique, un peu encore mal assuré, si vous voulez. C'est un autoportrait de jeunesse, et vous souvenez-vous de ce portrait quand je vous montrerai à la fin de l'intervention le portrait âgé, qui est vraiment le Fabre, directeur du musée. Là, voilà, c'est un apprenti peintre qui arrive à Paris et qui intègre l'atelier de David. Alors Fabre, je vous l'ai dit, a une carrière très prometteuse à Rome. Il fournit des académies masculines qui sont le fondement à ce moment-là de l'éducation d'un jeune peintre dans l'atelier de David. Il a été formé par David. Et là, il envoie en 1791 au Salon cette académie qui date de 1790, qui est un de ses tableaux les plus célèbres, La mort d'Abel, qui est bien sûr aujourd'hui accroché sur les 6 messes du musée. Au début de sa carrière, peu fortuné, Fabre se contente d'échanger de petits tableaux avec ses camarades, comme par exemple ici avec Desmarets, qui est l'esquisse pour son prix de Rome de 1785, ou avec Meignier, qui lui est second Grand Prix de Rome en 1789. Donc ce sont de petits tableautins, mais que Fabre a toujours conservés. C'est vraiment le début de sa collection, et il les ramènera avec lui à Montpellier, et il figure dans la donation de 1825. Alors Fabre est surpris par la Révolution en Italie, il fuit Rome, l'académie est saccagée. Après, il y a des émeutes à Rome et il se réfugie, comme beaucoup d'autres peintres au même moment, à Florence, où il est accueilli par le grand-duc Ferdinand III, qui est favorable aux arts. On lui offre un atelier. Il est vite nommé professeur à l'Académie. Il entre rapidement en contact avec 2 des personnages les plus influents de la ville. D'abord, la comtesse d'Albanie, veuve du prétendant au trône d'Angleterre, et le poète Vittorio Alfieri. Alors là, la comtesse avait rencontré le poète en 1778, et tous deux ont fui Paris après la chute de la monarchie. Et ils s'installent à la fin de l'année 1793 à Florence. La comtesse anime un salon brillant
où Fabre rencontre des clients potentiels, une clientèle internationale, beaucoup d'anglais en particulier, et Fabre mène une carrière de portraitiste mondain en attendant la reprise des commandes. Il entame une activité de marchand et d'expert en œuvres d'art, ce qui l'amènera à collectionner pour son propre compte. Il copie les chefs-d'œuvre de l'Académie, de la Galerie de Florence. Alors là, par exemple, je vous montre cette magnifique copie de la Vierge à la chaise d'après Raphaël, qui date de 1798 et qui montre d'emblée le goût de Fabre pour la Renaissance italienne. Et dans la Renaissance italienne, vraiment, Raphaël occupe une place privilégiée et il n'aura de cesse de collectionner, de chercher des œuvres de Raphaël, des dessins, des peintures, pour lui-même ou pour en faire commerce. Ce chef-d'œuvre avait été, vous voyez, il date de 1798, mais l'année suivante, les Français avaient prélevé ce tableau et l'avaient enlevé de Florence et il avait été accroché à la Malmaison chez Joséphine et il sera restitué à la chute de l'Empire en 1815. D'autres dessins qui montrent ce goût très marqué pour Raphaël avec ce sublime dessin double face qui est en rapport avec la célèbre fresque de la Chambre de la Signature du Vatican qui date de 1509-1510 et aussi ce carton superbe pour la Madone Tempi, un des tableaux très célèbres aussi de la ville de Florence. Le tableau sera acquis par le roi de Bavière en 1829. Mais Fabre a ce carton magnifique qui montre la relation entre cette Madone et l'enfant Jésus, avec énormément de délicatesse et de sens de la composition. Donc c'est vraiment des modèles pour lui. Mais Fabre fait aussi commerce de tableaux de Raphaël. On sait qu'il vend, par exemple, un portrait de Raphaël, le portrait du Fattore, qui est un intermédiaire de Lucien Bonaparte. Lucien Bonaparte qui, au même moment, constituait une très belle collection et qui était lui aussi à la recherche de tableaux de Raphaël. Autre tableau célèbre que Fabre a cru de Raphaël, tableau de Andrea del Brescianino, portrait de jeune homme, vers 1505, qui est d'un élève, d'un suiveur de Raphaël. Mais le tableau est offert au musée sous le nom de Raphaël. C'est un magnifique portrait, mais malheureusement, la critique moderne l'a retiré du catalogue de Raphaël. Autre admiration très importante pour Fabre, qui cette fois-ci nous amène au classicisme français du XVIIe siècle. Je veux parler de Nicolas Poussin. Nicolas Poussin, qui est un Romain d'adoption, et Fabre recherche très tôt des dessins et des gravures de Nicolas Poussin. Chaque année, à l'automne, il se rend à Rome et recherche des tableaux. Il croira en posséder 11. 2 sont aujourd'hui maintenus sous son nom. Et ce tableau précoce que vous voyez, alors Fabre a donné en 1825 la partie droite, c'est-à-dire la partie avec Vénus et Adonis. C'est un des premiers tableaux de Nicolas Poussin, dans sa veine titianesque, très vénitienne, très sensuelle, qui date des années 1626. Et Fabre a ignoré que le tableau était mutilé depuis le XVIIIe siècle. C'est pour ça que vous voyez ce photomontage avec la partie gauche manquante. Mais quand Fabre donne la partie droite en 1825, il ignore qu'il manque l'autre moitié que nous avons retrouvée dans une collection particulière à New York et que le musée avait pu acquérir en 2010 grâce à de nombreux mécènes. Et le tableau avait été déclaré trésor national. Et au miracle, les restaurateurs ont pu remonter la totalité du tableau. Donc vous le voyez aujourd'hui. Donc c'est un des plus grands chefs-d'œuvre du musée, reconstitué après cette mutilation en 2 parties vers le milieu du XVIIIe siècle. Autre admiration pour Poussin, avec des dessins de la collection de Fabre, les magnifiques dessins avec les bords du Tibre, vers 1635, qui montre la pratique de dessin sur nature de Nicolas Poussin, à la plume et au lavis, et surtout à la partie droite, avec ce dessin pour la pénitence, qui est en rapport avec la seconde série des sacrements de Poussin pour Fréard de Chanteloup, vers 1644-45, et qui est typique de la méthode de travail de Poussin, qui plaçait de petites figurines en cire ou en terre cuite dans une boîte, en variant
l'éclairage. Donc c'est vraiment deux dessins très importants qui montrent ce goût très prononcé pour le maître du classicisme français du XVIIe siècle. Vers la fin du siècle, dans les années 1798-99, Fabre s'est fait un nom à Florence. Il se livre, je cite la comtesse d'Albany, à sa fureur d'acheter et de vendre. Il est autant peintre que marchand, expert et amateur. Il ne perd pas une occasion d'enrichir sa collection. En particulier auprès de ses amis très proches, comme Louis Gauffier. Vous avez peut-être vu la rétrospective que le musée va organiser en 2022. Alors Gauffier était un peu plus âgé que Fabre, il était prix de Rome en 1784, mais c'est vraiment un des grands portraitistes et paysagistes de la fin du XVIIIe siècle qui a beaucoup marqué Fabre, surtout dans cette phase florentine où Fabre était plus peintre d'histoire, mais aussi pour des raisons commerciales, pour survivre aussi. Il glisse, il s'intéresse de plus en plus aux portraits et aux paysages, et on voit qu'il a fait rentrer très tôt deux merveilleux exemples de l'art de Gauffier dans sa collection. L'influence de Poussin sur le propre art de Fabre se détecte dans deux très beaux tableaux de sa collection, qui ont fait partie des collections de la comtesse d'Albany, parce que ce qu'on sait moins, c'est que le musée de Montpellier a hérité de la collection de Fabre, mais aussi de la collection d'Alfieri et de la comtesse d'Albany. Tous ces deux tableaux que vous voyez là figuraient dans l'appartement, dans le salon de la comtesse d'Albany, dans le palais Gianfiliazzi sur l'Arno à Florence, et Fabre va les récupérer. Alors le premier tableau avait été exécuté, le Saül avait été exécuté l'année même de la mort d'Alfieri, à la demande de la comtesse. Le poète avait consacré à ce thème sa 14e tragédie en 1782, et Fabre donc a illustré ce passage alors dans une veine poussinesque, mais avec aussi, vous voyez, l'incorporation des figures dans un paysage crépusculaire qui est très marqué par Poussin, mais avec un sentiment pré-romantique qui est tout à fait caractéristique de Fabre à cette date. Et l'autre côté, la mort de Narcisse, qui est un des sommets de l'art de Fabre paysagiste, dans la veine du paysage composé, hérité de Poussin. Ce goût pour le paysage se retrouve dans sa collection, mais souvent, il a servi de conseil. Il a conseillé son amie, la comtesse d'Albany, et il lui fait acheter de très très beaux tableaux que l'on retrouve dans la donation de 1825, comme par exemple ce tableau de Hackert, le parc de la Riccia près d'Albano, qui date de 1804. Jacob Philippe Hackert, qui est le plus important paysagiste néoclassique à la fin du XVIIIe siècle, est vraiment l'héritier de Claude Lorrain, et c'est un des pionniers du paysage sur nature à la fin du XVIIIe siècle. Et Fabre le rencontre en Toscane en 1803, lui achète plusieurs grands dessins et des gravures qui sont toujours dans le fond du musée. Et ce site, près de la Riccia, donc dans la campagne des Castelli Romani près de Rome, était un lieu très célèbre, très vanté par tous les visiteurs de marque, et Goethe, dans son voyage en Italie, fait l'éloge de ce parc romantique qu'illustre ici son compatriote Hackert. Et de l'autre côté, Chauvin, qui lui aussi est un élève de Valenciennes, un des très bons paysagistes de la période de l'Empire, qui était très protégé par Talleyrand. Et Fabre le rencontre avec la comtesse à Rome à plusieurs reprises, en 1812 en particulier, et conseille à la comtesse d'acheter ce tableau. Ce goût pour le paysage hérité de Poussin, comme je vous l'ai dit, le paysage classique du XVIIe siècle, se reflète dans ce très très beau tableau de Michalon. Alors Michalon, c'est un nom qu'il faut retenir puisqu'il a été victorieux du Grand Prix du paysage historique qui venait d'être institué à l'École des Beaux-Arts à Paris en 1816. Il en est le premier lauréat. Il va beaucoup marquer Corot à sa suite, et c'est vraiment, à ce moment-là, on pense que c'est vraiment le Poussin moderne. C'est un peu la réincarnation de Poussin, et dans son art, il continue donc cette grande tradition du paysage classique. Fabre l'admire beaucoup. Le jeune homme s'arrête après son séjour à la Villa Médicis, s'arrête à Florence chez Fabre, il visite Fabre,
et rentre ensuite à Paris. Malheureusement, il meurt en 1822, à 26 ans, d'une pneumonie. Et Fabre, lors d'un séjour à Paris en 1822, lui achète ce tableau, qui est toujours dans les collections du musée, donc le Philoctète, qui est un peu son testament artistique. Donc là, c'est vraiment un des derniers achats à Michalon, peu avant sa mort. Autre admiration de Fabre, et aussi de la comtesse d'Albanie, puisque là, c'est encore une fois Fabre qui avait conseillé la comtesse pour acheter ce très beau tableau, l'intérieur de l'église souterraine de San Martino ai Monti à Rome, qu'il achète vers 1820, mais le tableau date de 1802. Alors c'est un élève de David, alors il y a bien sûr ce classicisme, cette rigueur de la composition, mais aussi un éclairage, un clair-obscur et un sentiment pré-romantique qui est typique de Granet, du peintre aixois Granet. Alors cette admiration pour Raphaël dont je vous ai parlé se reflète aussi dans beaucoup de tableaux de la collection que Fabre a pu acquérir, comme par exemple ce magnifique tableau de Carlo Dolci qui vient de faire l'objet d'une restauration qu'on vient de réaccrocher au musée la semaine dernière et qui montre cette perpétuation du culte de Raphaël en plein XVIIe siècle. Donc Carlo Dolci est tout à fait imperméable aux tendances baroques de son temps et au contraire se spécialise à Florence dans une peinture pleine de piété et de raffinement poétique qui est marquée bien sûr par l'art de Raphaël. Autre tableau de la collection qui montre d'autres facettes de la peinture italienne de la Renaissance et du XVIIe siècle avec le Véronèse et le Ribera, donc deux chefs-d'œuvre qui sont acquis à Florence dans la collection du marquis Gerini, au moment où Fabre a déjà décidé de faire la donation à Montpellier. Il achète ces deux tableaux dans une prestigieuse collection, avec d'un côté un tableau marqué par les conversations sacrées de Titien, de la Renaissance, et de l'autre, cette émule de Caravage, mais aussi des Bollonais, dans ce chef-d'œuvre qui a été présenté, vous l'avez peut-être vu, tout l'hiver à Paris, dans l'exposition Ribera au Petit Palais. Exception dans la collection de Fabre du côté des primitifs. Alors peu d'œuvres, très peu d'œuvres, mais une chose très rare, qui est ce tableau, La Dormition de la Vierge, que Fabre croyait de Giotto. Et il faut dire qu'à l'époque, on avait une idée assez imprécise sur les écoles italiennes du Trecento. Et donc, il pensait que c'était Giotto, mais la critique moderne l'a rendu à Pietro da Rimini, un peintre actif entre Rimini et Padoue, fortement influencé par Giotto. Et fort heureusement, en 2004, j'avais retrouvé à New York, dans une vente, un autre fragment de ce retable démembré, et qui a pu être acquis. Donc on a la Nativité et l'Annonce au berger qui a rejoint ce petit tableau offert par Fabre en 1825. Dans l'ensemble, Fabre s'est peu intéressé à l'art italien de son temps, malgré ses contacts avec de nombreux artistes comme le graveur sur pierre dure Santarelli ou le peintre Pietro Benvenuti. Une exception cependant pour Canova, le plus important sculpteur de son temps. Après la mort d'Alfieri, la comtesse d'Albanie lui confie le soin d'exécuter le tombeau du poète à l'église Santa Croce de Florence, qui est d'ailleurs toujours en place. En 1811, Fabre et la comtesse visitent l'atelier de Canova à Rome. En 1812, Canova est à Florence pour placer sa Vénus Italica, qui avait été demandée par Elisa, grande-duchesse de Toscane, la sœur de Napoléon, en remplacement de la célèbre Vénus Médicis, qui avait été prélevée par les Français et qui est aujourd'hui conservée au Palazzo Pitti. Canova, héritier des anciens, il exalte la noble simplicité, la calme grandeur de l'antique, et Fabre rencontre le sculpteur, le fait poser à l'atelier. Il le représente dans un des plus beau portrait de sa collection, avec un pinceau extrêmement virtuose, plein de spiritualité, de vivacité, de naturel dans la pose, et vous reconnaissez le pied de l'Ajax au premier plan, le ciseau du sculpteur, et à l'arrière-plan, la Vénus Italica dont je viens de vous parler. À la fin de l'Empire, Fabre est devenu un peintre renommé à Florence, collectionneur distingué. Il achète un palais
en 1817, via dai Serralli à Florence, Oltrarno, et y installe ses collections, sorte de préfiguration du musée de Montpellier. Tous les visiteurs de marque de passage à Florence le visitent. La comtesse d'Almani le nomme la même année héritier universel et exécuteur testamentaire. L'idée d'une donation commence à germer dans son esprit. En 1822, il fait un voyage à Paris avec une halte à Montpellier pour amorcer des contacts en vue de la donation, malgré les réticences de ses amis, comme le journaliste Bertin, directeur du Journal des débats, qui lui écrit en 1824 « Vous fonderez à Montpellier une très belle galerie, mais non pas des yeux pour la voir. La peinture succombera sous la médecine. » Preuve de son attachement à Fabre, la comtesse fait une donation entre vifs, faisant de Fabre l'héritier de tous les objets mobiliers qui se trouvent dans le Palazzo Gianfiliazzi de Florence. Après le décès de la comtesse, en janvier 1823, Fabre règle la succession et fait quelques entorses aux volontés de son ami. En octobre 1824, Fabre se rend à Montpellier et loge rue du Canot. Le 5 janvier 1825, il écrit une lettre au maire de Montpellier, le marquis de Dax-Daxat, et lui écrit donc, je cite, « Je possède en Italie un nombre assez considérable de tableaux anciens et modernes, de livres, estampes, dessins et autres objets d'art, dont je me propose de faire hommage à la commune de Montpellier, ma ville natale. » Il offre sa bibliothèque, enrichie de celle du poète et de la comtesse, plus de 9000 ouvrages, et ajoute « J'ai toujours désiré que ma collection ne fût point désunie, et j'ai pensé que le meilleur moyen d'assurer son intégrité serait de la consacrer à l'utilité publique. » Le 7 janvier 1825, lors d'un conseil extraordinaire, lecture est faite de la lettre de Fabre, qui pose ses conditions. La ville doit lui aménager l'hôtel de Massilian. En juin 1826, Fabre est à bord du navire spécial avec les 120 caisses de la donation qui embarque de Livourne à Sète. Il est nourri aux frais du roi à la table du commandant. Le préfet de l'Hérault, Creuset de l'Essert, a pris des arrangements auprès du ministre de la Marine, le comte de Chabrol, pour que tout soit réglé au mieux pour l'acheminement de la donation. La donation est entreposée dans la maison d'Espousse, rue Montpellier, ce qui correspond à peu près à l'hôtel Sabatier d'Espérant actuel. Fabre se montre un bon conservateur du musée et perd pas du tout de temps. Il se met à acheter des œuvres. Dès octobre 1826, il achète par exemple le dessin de Mathé, que je vous ai montré tout à l'heure, de Nicolas Poussin. Et il se montre surtout soucieux de compléter sa collection dans un sens plus muséal, en s'intéressant en particulier aux œuvres nordiques, le point faible de sa donation. Là, je vous montre deux œuvres qui viennent de la collection de Fabre, qu'il a pu acquérir une fois installé à Montpellier, avec cette très belle nature morte de Cornelis de Hem, et surtout ce très beau portrait de Rubens vers 1615 que Fabre achète au marquis de Masclary en 1825 avec 6 autres tableaux. De même, en 1833, Fabre achète Fabre achète cette superbe chasse en grandeur nature de Hondus, qui aime les effets spectaculaires. Ce peintre actif à Amsterdam, puis à Londres, où il termine sa carrière. Sans surprise, on voit Fabre rechercher des œuvres de son maître David, donc il peut acquérir en particulier ce très beau portrait du médecin Leroy, du salon de 1783. Peut-être même qu'il l'avait vu au salon, puisque c'est l'année de son arrivée à Paris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Des œuvres néoclassiques, là aussi, avec 2 chefs-d'œuvre de François-André Vincent, avec d'abord le Bélisaire d'un côté, le Alcibiade de l'autre. Les 2 tableaux avaient fait sensation au salon de 1777, et Vincent s'imposait là comme un des grands artistes prometteurs, en tout cas promoteurs du néoclassicisme. Fabre a la main heureuse en 1836, un an avant sa mort, puisqu'il a
il achète localement un des plus beaux portraits du musée et du XVIIe siècle français d'un Montpelliérain comme lui, à savoir Sébastien Bourdon, avec ce fameux homme au ruban noir vers 1657 que Bourdon avait dû acquérir lors de son séjour en Languedoc en 1657-58. Le 2 décembre 1828, le musée est solennellement inauguré. Fabre est anobli par le roi. En 1829, la bibliothèque est inaugurée et ouverte tous les jours, à la différence du musée qui est ouvert tous les dimanches et les jours fériés. Puis l'école des Beaux-Arts ouvre, avec Fabre qui en prend la direction. Le préfet de l'Hérault, Creuset de l'Essert, dont je vous ai déjà parlé, offre pour l'inauguration ces deux marbres illustres, qui sont toujours la gloire du musée de Montpellier, d'un côté l'hiver, ou la frileuse, et de l'autre l'été, de 1785. Fabre a créé une institution qui a permis à son nom de passer à la postérité. Il a transformé une petite galerie municipale en véritable institution prestigieuse qui fit des émules après lui, comme par exemple le collectionneur Valdo en 1836 ou Alfred Bruyas en 1868 et plus près de nous, Pierre Soulages en 2005. Cette œuvre visionnaire justifie à elle seule l'imposante rénovation du musée qui a été conduite de 2003 à 2007. Je vous remercie. Alors je laisse la parole à Carole Hugon. Je voudrais à présent montrer, à la suite du magnifique exposé de Michel Hilaire, comment la vie et l'œuvre de Fabre se situent à un carrefour important de l'histoire des idées, d'une part, et de l'histoire politique. Donc je voudrais montrer comment il intervient à un moment où l'histoire de l'idée d'art et l'histoire des institutions artistiques a croisé l'histoire de France, de la Révolution et de l'Empire. Fabre, on l'a dit, a remporté le salon de 1787 à Paris. Il a remporté le Grand Prix de peinture qui lui a ouvert l'Académie de France à Rome avec son Nabucodonosor, et ce fut une consécration. Mais précisément, ça veut dire quoi l'institution académique, avec tout ce qu'elle comporte d'éléments, les salons, les prix, l'Académie de France à Rome, etc. Ce système académique constitue une nébuleuse complexe qui est faite à la fois d'une institution, bien sûr, de lieux, d'acteurs, de règles de fonctionnement, de principes artistiques, et le tout adossé à une certaine manière de penser l'art. Je rappelle quelques grands moments de la création des académies en Europe. Le moment inaugural, ce fut la création de l'Académie des arts du dessin en 1563 à Florence, par comme premier à l'initiative de Vasari. Académie, le nom n'est pas choisi au hasard, il renvoie à l'appellation de l'école philosophique de Platon, et choisir ce nom, le nom d'académie, plutôt que celui de l'école fondée par Aristote, le lycée, ou par les stoïciens, le portique, eh bien, c'était mettre les arts du dessin, c'est-à-dire la peinture, la sculpture et l'architecture, sous l'égide de celui qui était tenu pour le plus métaphysicien des philosophes grecs, comme on peut en avoir un aperçu dans l'école d'Athènes, 1512, où Raphaël a représenté Platon au centre, vous le voyez, montrant le ciel de sa main droite et tenant dans sa main gauche le Timée, qui est le dialogue traitant du voyage des âmes au cours de leur existence supraterrestre. À côté de Platon figure Aristote, qui lui montre du doigt la terre et tient un autre ouvrage, l'Éthique à Nicomaque, un ouvrage traitant de la conduite de la vie terrestre des hommes. Donc, baptiser la première école d'art du nom d'Académie, c'était affirmer que la peinture est une activité intellectuelle autant que manuelle et confirmer son entrée dans le cercle des arts libéraux.
La peinture est, comme le dit Léonard de Vinci, une causa mentale, autrement dit, une affaire qui concerne l'esprit. Au XVIIe siècle, lorsque le foyer intellectuel de l'Europe se déplace de l'Italie vers la France, eh bien, fut fondée sous le règne de Louis XIV, précisément en 1648, l'Académie royale de peinture et de sculpture, placée sous la protection de Colbert et dirigée par Lebrun, premier peintre du roi. La devise de l'Académie était « Libertas artibus restituta », ce qui ne signifiait évidemment pas qu'il s'agit de défendre la liberté de peindre comme les gens l'entendent, hein, mais qu'il s'agit de libérer les peintres et les sculpteurs du statut médiéval des corporations, autrement dit, de les élever du statut ancillaire d'artisans broyeurs de couleurs à celui de praticiens d'art libéral. Donc, il ne s'agit plus d'acquérir un savoir-faire par apprentissage pratique et par imitation du maître d'atelier, comme c'était le cas dans le système médiéval, mais il s'agit de bénéficier d'une formation théorique où l'anatomie, la perspective, les humanités font de ce nouveau peintre académicien eh bien, un créateur lettré et savant. Cet ennoblissement de la peinture fut rendu possible par son rapprochement d'un autre art dont le statut libéral, lui, avait été reconnu depuis longtemps, à savoir la poésie. Et c'est le programme théorique qui est contenu dans la formule « ut pictura poesis » empruntée à l'épître aux Pisons d'Horace. Lorsque le XVe siècle reprend cette formule d'Horace, c'est précisément pour conférer à la peinture la dignité de la poésie par le biais de l'affirmation de leur parenté. Si la poésie est comme la peinture, si elles poursuivent les mêmes fins, eh bien la seconde ne doit pas être moins noble que la première. Et c'est le début d'une carrière théorique de cette formule tout à fait remarquable qui se poursuivra au moins jusqu'à la publication du Laocoon de Lessing en 1766, qui contestera justement et fera une critique radicale de cette idée du rapprochement. Quoiqu'elles diffèrent donc par leur médium, les mots contre les couleurs et les formes, peinture et poésie partagent une même nature et les catégories de la poétique d'Aristote peuvent être importées vers la peinture. Ce rapprochement conditionna ainsi les contenus et les finalités de la peinture. En quel sens ? Eh bien parce qu'Aristote avait affirmé que la poésie devait être l'imitation des hommes en action, de la nature humaine en action. Ça doit donc devenir le programme de la peinture elle aussi. Elle doit partager cette finalité narrative. Elle doit être peinture d'histoire. Et c'est ce que dit par exemple Alberti dans son De Pictura, le seul peintre digne de ce nom est le peintre d'histoire. Cela commande évidemment la fameuse hiérarchie des genres picturaux. Au plus bas degré de l'échelle se trouvent les natures mortes, au-dessus les paysages, puis les animaux vivants, puis les portraits, et enfin, au sommet, les grandes scènes qui relatent une histoire, réelle ou légendaire, peu importe ici. La référence à la poétique d'Aristote exige en outre que la vie humaine, cette vie des hommes en action, soit représentée sous ses formes les plus élevées. Comme la poésie, elle doit se faire une imitation idéale de la nature humaine et représenter des sujets d'intérêt universel et non des sujets anecdotiques, ordinaires ou prosaïques. Il faut des vérités générales et non pas locales. Aussi, il lui faut des sujets nobles, des sujets héroïques, des sujets mémorables. Ce qu'on trouve par exemple dans la littérature gréco-romaine, dans la mythologie, dans les textes sacrés, dans l'histoire sainte ou dans la grande histoire humaine. De même, appliquer les catégories littéraires de la poétique d'Aristote à la peinture exige qu'elle poursuivent des fins, un certain type de fins qui sont celles assignées à la rhétorique.
Rappelons que selon Cicéron, dans l'orateur, l'objectif de l'orateur se dit en 3 mots. Il s'agit de moere, docere et placere, émouvoir, instruire et plaire. De la Renaissance au XVIIIe siècle, cette théorie humaniste de la peinture fait parfaitement sienne ses finalités. Et on le voit, par exemple, chez Diderot, qui, dans ses essais sur la peinture, insiste sur la nécessité d'émouvoir. Je ne veux pas qu'il en coûte la moindre chose à l'expression, à l'effet du sujet. Touche-moi, étonne-moi, déchire-moi, fais-moi tressaillir, pleurer, frémir, m'indigner d'abord. Vous voyez l'importance de ces émotions. Et la peinture doit émouvoir, mais aussi éduquer, et c'est ce que dit la deuxième citation, à propos de la pitié filiale de Greuze. D'abord, le genre me plaît, c'est la peinture morale. Ne devons-nous pas être satisfaits de voir le pinceau concourir enfin avec la poésie dramatique à nous toucher, à nous instruire, à nous corriger et à nous inviter à la vertu? Courage, mon ami Greuze, fais de la morale en peinture et fais-en toujours comme ça. Ces principes, tous ces principes commandent ce qu'on appelle techniquement les parties de la peinture. L'invention, la composition, le dessin, la couleur, l'expression. Et ceux-ci ont été notamment exposés dans la Balance des peintres de cet artiste et secrétaire de l'Académie que fut Roger de Pile. On y trouve un tableau très insolite, que voici, dans lequel des notes, vous le voyez, de 0 à 20 sont attribuées à tous les peintres dont les noms sont listés en fonction de 4 catégories: la composition, le dessin, le coloris et l'expression. Donc on voit comment Poussin obtient 17 en dessin, mais seulement 6 en couleur, etc. En tout cas, cette grille de notation permet de pénétrer dans le système propre des valeurs de l'institution académique et de comprendre précisément les défis que la peinture se donnait à traiter, à résoudre. Donc le système académique affirme que la peinture a une nature, a des finalités, a des principes, a des normes, a des règles, et que ces règles doivent être apprises des maîtres, des grands modèles anciens, et doivent être, à leur tour, appliquées par les jeunes peintres. Ce qui se traduit dans les contenus précis de la formation académique. Il s'agit avant tout d'enseigner les règles théoriques et le dessin. Enseigner des savoirs théoriques, la géométrie, l'optique, qui permettent la maîtrise de la perspective légitime, apprendre l'anatomie, qui servira le dessin des corps, apprendre les humanités, qui fourniront des répertoires de grands sujets et qui engageront à les traiter d'une manière élevée. Enseigner le dessin, enfin, à partir de dessins de maîtres, puis à partir de plâtres, puis sur le modèle vivant, puisque dessiner d'après nature ne peut venir qu'après qu'on a formé son goût, affermi son goût, pour savoir comment choisir ce qui, dans la nature, mérite d'être représenté, c'est-à-dire est en accord avec le bon goût et la raison. À côté de cet enseignement, un enseignement en atelier apprend l'usage des couleurs. Alors voilà, très rapidement brossé, cette espèce de constellation que constitue ce système, qui est à la fois un système idéal et institutionnel de l'académisme. Eh bien, ce système, précisément, il fit l'objet, à partir du XVIIIe siècle, d'une sourde contestation. Le peintre académicien, qui avait supplanté le peintre artisan médiéval, devient progressivement concurrencé par ce qu'on pourrait appeler le peintre artiste. Pour le dire autrement, se développe un autre modèle que Nathalie Hennig a appelé le modèle vocationnel et dont le fer de lance théorique est l'idée de génie. L'Antiquité réservait l'idée d'inspiration à la poésie. Il n'était pas du tout question d'inspiration pour caractériser ces artisans qu'étaient les peintres et les sculpteurs. Et sur ce point, la Renaissance italienne avait introduit un changement majeur en concevant le génie comme un don extraordinaire
concernant certains peintres et certains sculpteurs. Ces individualités remarquables échappaient à la condition artisanale des artisans ordinaires. Au XVIIIe siècle, la notion a connu plusieurs évolutions, et notamment le fait que le génie a achevé de se naturaliser, comme le dit Kant dans la troisième critique, la critique de la faculté de juger, en 1790, le génie est un favori de la nature. L'inspiration n'est plus à chercher hors de lui, dans les dires d'un dieu, par exemple, mais dans les profondeurs d'un moi qui désormais est un moi exceptionnel. S'il en est ainsi, on comprend que l'apparition de cette idée de génie a des conséquences absolument considérables. Si le génie est, comme l'écrit encore Kant, le talent qui donne ses règles à l'art, cela signifie que l'importance de la tradition va décroître et que l'idée d'originalité va gagner en importance. Et ces deux phénomènes corrélatifs sont effectivement visibles. Alors que dans le domaine des arts, le Moyen-Âge ne valorisait nullement la nouveauté et n'encourageait pas l'innovation, eh bien, on se retrouve dans une perspective totalement opposée. Donc la montée en puissance de la catégorie de génie signifie la valorisation des idées d'individualité, d'exceptionnalité, d'originalité, ce qui ne signifie pas tout de suite, évidemment, le refus de la règle et le refus de la norme académique. Puisque, à l'intérieur même de l'académie, la position qui se dégage dans ce XVIIIe siècle très complexe, c'est que le génie est nécessaire à la création, mais qu'il doit se déployer à l'intérieur des principes de la peinture et qu'il doit s'accompagner d'exercices et de travaux. Autrement dit, le génie est une disposition naturelle extraordinaire, mais inaboutie si elle ne s'accompagne pas du travail selon les règles de l'art. Ainsi, si on invoque souvent le goût et le génie, ça reste sur fond de nécessité des normes. Les choses changent toutefois au fur et à mesure qu'on s'avance dans le XVIIIe siècle. Le génie tend de plus en plus à s'affranchir des règles. Alors qu'il était volontiers associé au goût, eh bien, il s'en éloigne. Et plus s'affirme l'audace du génie, plus il s'éloigne des idées de mesure, d'harmonie et de communauté. Je crois que de ce point de vue-là, le texte absolument remarquable, c'est celui de l'article génie dans l'encyclopédie. Le texte est un petit peu long, donc je ne vais pas le lire en entier, mais ce qui est souligné est particulièrement important. Le génie est un pur don de la nature. Ce qu'il produit est l'ouvrage d'un moment, sous-entendu, c'est instantané. Le goût est l'ouvrage de l'étude et du temps. Il tient à la connaissance d'une multitude de règles, ou établies ou supposées. Un peu plus loin, pour qu'une chose soit belle selon les règles du goût, il faut qu'elle soit élégante, finie, travaillée sans le paraître. Pour être du génie, il faut quelquefois qu'elle soit négligée, qu'elle ait l'air irrégulier, escarpé, sauvage, etc. Et enfin, phrase finale, la force et l'abondance, je ne sais quelle rudesse, l'irrégularité, le sublime, le pathétique. Voilà dans les arts le caractère du génie. Il ne touche pas faiblement, il ne plaît pas sans étonner, il étonne encore par ses fautes. Donc tout est dit, ce qu'il ressort de ce texte, c'est que les règles du beau et les lois de l'art en viennent à être pensées comme des entraves au génie. Et l'artiste apparaît non plus seulement comme un être d'exception, mais comme une sorte de puissance dont l'affirmation se fonde sur ses propres ressources et même parfois contre la tradition et contre la raison. L'article génie, d'ailleurs, conclut par ces mots que je ne vous ai pas mis. Le génie semble changer la nature des choses, son caractère se répand sur tout ce qu'il touche, et ses lumières, s'élançant au-delà du passé et du présent, éclairent l'avenir, il devance son siècle qui ne peut le suivre. Alors tout ça, ce sont des évolutions d'idées qui ne sont pas sans lien, évidemment, avec des réalités matérielles, économiques, sociologiques,
qui ont été mises en évidence notamment par la sociologie de l'art. Et la donnée essentielle à retenir ici, c'est l'augmentation considérable du nombre de peintres entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. On se souvient que l'Académie constitue une sorte d'élite interne, cooptée à la fois sur le talent et sur la conformité d'une pratique picturale avec des normes de qualité précisément définies et défendues par l'Académie. À la fin du XVIIe siècle, on estime que la proportion des peintres académiciens par rapport à l'ensemble des peintres est de l'ordre de 8%. À la fin du XVIIIe siècle, elle va être de l'ordre de 2%. La proportion donc des peintres académiciens décroît. Mais avant la consécration suprême qu'est l'entrée à l'Académie, eh bien, il y a le système des prix, comme on l'a dit, comme celui remporté par Fabre. Et puis, il y a leur récompense, le séjour à Rome. Et là encore, statistiquement, la chance de remporter un prix décroît, car il faut, pour obtenir un prix, avoir été exposé, et pour cela, avoir été retenu par un jury qui est précisément composé de membres de l'Académie, plus quelques officiels nommés par le gouvernement, mais dont les goûts sont totalement acquis à l'académisme. Donc, les salons, d'une certaine façon, conservent les standards académiques. Et ces salons décident des œuvres qui seront exposées. Rappelons l'importance de ces salons, qui est un élément vraiment décisif du système académique. Le premier de ces salons eut lieu en 1737. Par la suite, ils ont lieu tous les 2 ans. Et on peut imaginer à quoi ressemblent ces salons en regardant cette gravure de Gabriel de Saint-Aubin, donc le salon du Louvre en 1753. On voit les tableaux richement encadrés qui se touchent presque et qui couvrent les murs jusqu'au plafond. Donc sont exposés ainsi des travaux qui ont été sélectionnés, on l'a vu comment, et en l'absence de galeries privées et aussi à une époque évidemment où la photographie n'existe pas encore, eh bien le salon c'est la seule instance de médiation entre les peintres et leurs admirateurs, leurs acheteurs, et plus largement toutes les grandes commandes de l'État passent par les canaux officiels de l'Académie. Donc pour beaucoup plus de peintres, cela signifie beaucoup plus d'œuvres présentées au jury, sélectionnant celles qui pourront être présentées au salon, et mécaniquement, ça signifie le mécontentement d'un plus grand nombre de refusés. Donc à tous ces stades, être admis à exposer, recevoir un prix, entrer à l'Académie, eh bien le nombre de refusés augmente mécaniquement, et en même temps que leur mécontentement et une insatisfaction grandissante à l'égard du système académique. Et voilà comment, lorsque vint la Révolution, eh bien, bon nombre d'artistes, peintres, ont vu une convergence dans les combats artistiques qu'ils menaient et dans le combat politique. Le point de contact, c'était évidemment la valeur liberté. Les peintres et les sculpteurs ne veulent plus passer sous les fourches caudines du système du jury, du système des salons, du système des prix, et surtout ils ne veulent plus non plus du corps de doctrine qui anime ce système académique, de la façon de pratiquer la peinture que cela exige. Donc, en tant qu'institution et en tant que contenu doctrinal, le système académique apparaît comme une entité d'ancien régime qu'il faut renverser, comme il convient de renverser l'ordre ancien. Contestation donc académique, qui est largement conduite par David, comme vous le savez, et qui se traduit par la création d'une commune des arts et par la demande de la suppression de l'Académie. Les académies sont doublement coupables, coupables d'être compromises avec l'Ancien Régime et de défendre un corps de doctrine dépassé qui maintient les arts dans une sorte d'imitation et d'immobilisme stérile. Donc la suppression des académies est effective le 1er juillet 1993 et quelques jours après, eh bien, c'est la reconnaissance de la commune des arts. Alors ça ne signifie pas que tous les principes de l'Académie doivent être refusés
Et notamment, on conserve très bien, on le voit évidemment chez David, l'idée que l'art doit instruire, qu'il a même une finalité hautement moralisatrice et civique. Il doit être mis au service de la révolution. Ce qui signifie d'ailleurs que la hiérarchie des genres n'est pas contestée. Cette affaire est suffisamment importante pour qu'en 1794, en pleine Révolution, le peintre d'histoire Jean-Baptiste Vicard dénonce un peintre de genre, Louis-Léopold Boilly, et demande que lui et les peintres de son acabit soient envoyés à la guillotine. Donc la hiérarchie des arts, des genres demeure. Donc demeure aussi le primat de la peinture d'histoire. Ce qui fait une apparition notable, évidemment, c'est l'importance de la référence à l'antique. Ici, il faut parler de Winckelmann et de l'histoire de l'art chez les anciens et de son influence absolument considérable. Alors, pourquoi cette influence de ce texte de 1764 ? Eh bien, parce qu'avec Winckelmann commence véritablement une historicisation de l'art, sur laquelle je reviendrai pour finir. Mais aussi parce qu'il s'agit, cet ouvrage, d'une extraordinaire apologie de l'art antique grec. Pourquoi ? Parce que cet art, selon Winckelmann, a découvert la beauté idéale, c'est-à-dire une beauté épurée de la laideur et de la trivialité, une beauté augmentée de spiritualité, une beauté qui touche au divin. Et l'art grec représente donc, pour Winckelmann et pour tous ceux qui le suivront, un âge d'or qui demeure la référence absolument incontestable. On comprend donc pourquoi il fut le grand théoricien du néoclassicisme européen et le farouche adversaire du baroque et du rococo. Bien, donc aller puiser ces modèles au-delà de l'ancien régime corrompu, dans l'art grec, eh bien, c'est évidemment David, lorsqu'il peint dans la période pré-révolutionnaire, le serment des Horaces ou la mort de Socrate, par exemple. Donc, le combat politique et artistique se rassemble sur l'idée que l'Antiquité fournit de grands modèles civiques, à la fois en politique et en art. La régénération en politique passe par le refus des institutions de l'Ancien Régime, et en peinture aussi. Donc il y a un bon héritage du passé. La Révolution, on le sait, n'a pas mis fin au système académique puisqu'elle lui a donné une autre forme, je ne vais pas rentrer là-dedans, si bien que le XIXe siècle sera celui de l'académisme et de sa contestation jusqu'au fameux Salon des refusés qui signifiera purement et simplement la fin et, comme dit Bourdieu, l'institutionnalisation de l'anomie. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que cette situation que je viens de décrire, eh bien, elle va avoir des conséquences extrêmement considérables dans le débat, dans le jeu, dans l'opposition du classicisme et du romantisme. Donc vous comprenez ce qui se joue et vous comprenez les tendances entre lesquelles Fabre, depuis l'Italie, est confronté à ces tempêtes dont il éprouve les effets. Et c'est sur le fond de ça qu'il faut apprécier le goût classique de Fabre, visible bien sûr dans ses propres œuvres, mais aussi dans ses choix en tant que conservateur du musée, lorsqu'il aura à enrichir les collections. Alors, cette dernière remarque m'amène au dernier point de mon exposé, celui qui concerne le passage de la collection au musée. Comme l'a extraordinairement montré Christophe Pougnan dans son Histoire mondiale des musées, les ancêtres des musées ont été les trésors et les collections. Dans l'Italie du Quattrocento, l'Église et les grandes familles ont constitué les premières collections d'œuvres d'art, celle du Vatican, celle des Médicis de Florence, etc., puis celle d'Alfieri et puis celle de Fabre lui-même, qui s'inscrivent dans ces lignées. Bien. Ce qui est nouveau au XVIIIe siècle, c'est un intérêt inédit pour le classement raisonné des œuvres et pour leur étude scientifique. Et tout ça pour une raison simple, c'est parce qu'est apparue l'histoire de l'art. Et c'est là qu'on revient sur ce que je disais à propos de Winckelmann, premier historien de l'art au sens moderne du terme.
Mais là aussi, l'histoire des idées, donc le surgissement d'une discipline, l'histoire de l'art, rencontre l'histoire politique, à savoir la Révolution française, qui a véritablement initié une nouvelle période dans cette très longue histoire des musées. Comment ? Je rappelle les faits. Le 2 novembre 89, c'est le décret sur la nationalisation des biens de l'Église. D'immenses richesses se trouvent ainsi sans lieu propre et sans propriétaire clairement identifié. À ça s'ajoute une immense question, plus générale, que faire des œuvres et des édifices du passé ? Non seulement du bon passé, je veux dire celui exemplaire de l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais aussi de l'Ancien Régime, de ce passé plus récent, exécré, et de toutes ces œuvres qui se sont compromis avec lui. Que faire donc de ce passé marqué par la servitude, dit-on, et qui constitue à la fois une injure et une menace ? Alors le 19 juin 1990, à l'Assemblée, Alexandre Lameth s'exalte à la pensée de la cérémonie du 14 juillet qui se prépare et en commémoration évidemment du 14 juillet de 89, et il s'afflige du fait que les monuments de Paris ne sont plus en accord avec la Révolution. Voilà ce qu'il écrit: lorsque toutes les nations proclament notre liberté, lorsque tout retentit de ce nom sacré au milieu autour de nous, resterons-nous encore environnés des monuments que le despotisme s'est fait élever par la servitude. L'attention de Lameth se fixe sur un monument précis, sur la statue de Louis XIV, place des Victoires, et sur son piédestal, que vous voyez ici représenté, avec 4 esclaves. Et c'est une statue de Desjardins qui a été élevée en 1685. Lameth feint de croire que les esclaves enchaînés, que vous voyez mieux ici, sont les provinces françaises récemment annexées à la suite de la guerre de Hollande, et notamment la Franche-Comté. Et il ajoute: souffririons-nous que les regards des braves francs-comtois qui vont venir à Paris pour la fête soient exposés à tomber dans la place des Victoires sur ce monument élevé par la flatterie d'un courtisan à l'orgueil d'un despote, et dans laquelle la Franche-Comté est figurée parmi les esclaves enchaînés au pied de la statue. Alors tout le problème est effectivement là. Comment concilier la régénération attendue de la Révolution et des effets d'un art lui-même régénéré, parce que devenu révolutionnaire, et d'autre part les œuvres et les monuments issus de l'Ancien Régime. Plusieurs chefs d'accusation sont visibles. Elles blessent le regard, elles sont symboliquement inadmissibles, elles sont dangereuses et peuvent produire des effets délétères en entretenant l'admiration pour les despotes. Donc la question est bien celle-là, et elle se double d'une autre: que faire lorsqu'il y a conflit entre la valeur artistique et la valeur politique ? Autrement dit, où mettre la frontière entre les monuments de l'art et les monuments du despotisme ? Et la Révolution a envisagé 3 réponses à cette question, et c'est par là que je terminerai. La première, c'est la transformation de ces œuvres. C'est la solution que propose Lameth. On garde la statue et on enlève les esclaves. Ou bien c'est la solution que propose David et ses proches. On fait construire un autre socle carré avec les esclaves, mais sans chaîne, et en ajoutant une inscription expliquant le motif de cette modification. Donc c'est un effacement et une recomposition. Donc c'est une solution de compromis assez étrange qui est évidemment destinée à modifier la signification de l'œuvre. Alors ça se heurte à un certain nombre d'oppositions des artistes, y compris des artistes révolutionnaires, qui quand même remarquent que supprimer une partie d'un monument, c'est toucher à son intégrité et donc le détruire. Deuxième solution, plus radicale, c'est la destruction pure et simple. C'est après tout celle qui est demandée lorsque, en 92, le débat se durcit et où on parle de faire fondre les statues des tyrans. Il y a du vandalisme spontané et l'Assemblée se demande s'il faut aller dans ce sens ou s'y opposer. Bref,
le journal du 9 septembre 89 disait déjà « Prenons le marbre et le bronze de la statue érigée à l'inique Louis XIII par Richelieu, le patron des aristocrates et le génie tutélaire des despotes. » Il s'agit donc du monument de Louis XIII sur la place royale. « Ne laissons plus insulter la raison et l'humanité par les statues de ce roi, des débris de ce monument du despotisme, élevons-en un à la liberté, à la patrie et à leurs défenseurs. » C'est l'iconoclasme officiel de 93, avec évidemment le député qui propose à la fois de mettre en accusation Marie-Antoinette et aussi de détruire les mausolées de Saint-Denis, hein, pour célébrer le 10 août, ce qui est une manière, s'opposer, détruire les tombeaux des rois de France, c'est une deuxième mise à mort de la monarchie, vous l'avez compris. Alors là encore, des députés essaient de s'y opposer, notamment Reboul ou bien entendu Alexandre Lenoir. Hein. La hantise est tout de même celle d'une chute dans la barbarie, dans le vandalisme. Hein, le mot s'invente à cette époque-là. Et c'est là qu'intervient la troisième solution. Et la solution, c'est le musée. La solution, c'est le musée. C'est-à-dire que déjà en 90, plutôt de Maison Rouge mettait en garde contre ce que deviennent les collections confisquées, hein, au clergé, aux aristocrates, et invente la notion de patrimoine, hein, de patrimoine national. Puis est créée la commission des monuments, etc. Et c'est cette idée, le décret du 24 octobre 93, les monuments publics transportables intéressant les arts et l'histoire, qui portent quelques-uns des signes proscrits qu'on ne pourrait faire disparaître sans leur causer un dommage réel, seront transformés dans le musée le plus voisin pour y être conservés pour l'instruction nationale. Donc, je ne dis pas que l'idée de musée est née à la Révolution, pas du tout, hein, puisqu'il y avait déjà eu des sortes d'embryons, le palais du Luxembourg qui devait exposer les tableaux du roi, puis qui finalement n'avait pas pu le faire, le premier projet du Louvre. Je ne rentre pas dans ces détails, je n'ai pas le temps de le faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la veille de la Révolution, Paris n'avait qu'un musée. C'était le cabinet d'histoire naturelle du Jardin des Plantes. Et que le musée a véritablement profité de cette situation politique de la Révolution pour naître. Et c'est par là que je terminerai, parce que je me rends compte que j'ai déjà dépassé, parce que justement, le musée permettait la neutralisation. C'est-à-dire que le musée a à la fois inventé la conservation. Alors la Révolution a fait un certain nombre de destructions, mais a inventé la conservation, ce qui est le paradoxe. Et cette conservation est une conservation neutralisante. Voilà, c'est ce que je voulais montrer, puisque en arrachant l'œuvre à son environnement initial, eh bien, elle réalise sa décontextualisation. Elle rend en quelque sorte les œuvres abstraites. Je veux dire par là qu'elles sont réunies par un seul caractère qui les rend communes, qui permet leur réunion, et c'est d'appartenir à une même essence qui est l'essence de l'art. Et c'est une idée nouvelle, qui est une idée du 19e siècle, que l'art a une essence et que l'art a une histoire. Et précisément, le musée, c'est la combinaison de ces deux nouvelles qui a été rendue possible par les événements de la Révolution, l'idée de l'art comme essence et comme histoire. Je vous remercie.